à tous pour une nouvelle émission de Semence Mag. Alors, on le sait tous, il n'y a pas meilleur qu'un Italien pour faire des pâtes. On le sait tous, il n'y a pas meilleur producteur de blé qu'un Français. Par contre, malgré toutes les aides, les incitations, la culture du blé dur peine à regagner du terrain en France. Alors, pourra-t-on un jour rivaliser avec nos voisins transalpins? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos 3 spécialistes représentant chacun un des maillons de la filière blé dur. Alors, Joël Abécassi, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission à l'Institut national de recherche agronomique et vous travaillez sur les caractéristiques du blé dur depuis plus de 30 ans. Bernard Scali, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du syndicat des semoule français et vous êtes également vice-président du syndicat des industriels de la production des pâtes alimentaires en France et vous êtes également président de l'Ustucru Rivoire et Carré. Christiane Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes première vice-présidente de la FNSEA, chargée de la commission chaîne alimentaire à la FNSEA également, et vous êtes agricultrice dans le Maine-et-Loire. C'est ça. Alors, Joël Abécassi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est mais ils ont quoi de plus que nous, ces Italiens? Eh bien, les Italiens, ils ont le poids de la tradition. Ils ont certainement aussi un marché plus important que le nôtre parce que les Italiens consomment en gros 3 ou 4 fois plus de pâtes alimentaires que les Français. Mais lorsque l'on regarde les procédés, les matières premières, c'est tout à fait équivalent. Et on peut même dire que les Italiens viennent s'approvisionner en France pour les blés durs parce qu'ils ne sont pas en mesure de produire suffisamment de blé dur pour satisfaire leur marché. Alors, je comprends, je l'entends, mais avant de parler de l'avenir du blé dur en France, pouvez-vous nous refaire un peu d'histoire de cette culture? Alors, les pâtes alimentaires, la tradition, la légende veut que ce soit Marco Polo qui a ramené les pâtes de son voyage merveilleux en Chine. Au niveau français, ce dont on est un peu plus sûr, c'est que les pâtes alimentaires ont été introduites à la cour de France par Catherine de Médicis. Alors, vous voyez, Marco Polo, c'est 1300 à peu près, Catherine de Médicis, c'est 1450. Donc on fabrique depuis très longtemps des pâtes, et on consomme depuis très longtemps des pâtes alimentaires en France. Ce que l'on sait moins, c'est que la culture du blé dur est très récente en France. La culture du blé dur date des années 60. Avant, nous ne cultivions pas du tout de blé dur. Et les pâtes étaient fabriquées à partir de matières premières qui étaient importées, soit des États-Unis, soit du Canada, soit de l'Afrique du Nord. Et c'est au moment de la décolonisation qu'il a été décidé d'introduire la culture du blé dur en France, d'abord autour de la région de Montpellier, puis progressivement, ça s'est étendu à toute la France. Alors justement, quel a été le rôle de l'INRA dans le développement de la culture du blé dur en France? Alors je pense que l'INRA a d'abord essayé d'adapter du point de vue agricole et production agronomique les variétés, d'abord dans le bassin méditerranéen et puis ensuite aux différents terroirs. Mais très rapidement, ce qui est apparu, c'est que la qualité des matières premières était déterminante pour ce marché. Il n'y a pas d'autre débouché que l'alimentation humaine pour consommer pour les blés durs. Et donc il faut que les blés durs répondent à certaines caractéristiques. Et en particulier, il y a 2 grands groupes de caractéristiques. D'une part, la coloration et d'un autre côté, la qualité culinaire qui doivent être essentielles. Alors, on a beaucoup travaillé à l'INRA pour comprendre finalement quels étaient les mécanismes moléculaires qui déterminaient cette qualité. Et on a donc fait beaucoup de recherches là-dessus. Et peut-être alors le consommateur ne s'en est pas rendu compte parce que ça s'est fait progressivement. Mais si on regarde quelles étaient les variétés qui étaient cultivées il y a une trentaine d'années avec les variétés d'aujourd'hui, je peux vous montrer. Vous nous avez apporté des j'ai amené des pâtes d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est les pâtes d'hier. Je vais poser mon... Donc il va falloir qu'on repère à la texture, la couleur. Oui, à la couleur. Vous voyez le progrès. Alors on s'en est pas rendu compte parce que ça s'est fait très progressivement. Mais aujourd'hui, les pâtes ont beaucoup évolué. Et ça, c'est les travaux de la génétique. Et puis d'un autre côté, là, je ne vais pas pouvoir vous montrer j'avais amené aussi des photos, mais la qualité culinaire s'est fortement améliorée. Alors, j'ai juste une petite question de néophyte, parce que pour moi, les pâtes jaunes, c'est grâce aux œufs. Ah non, et justement, voilà. Justement, il n'y a pas d'œufs des dans variétés. la plupart des pâtes, c'est juste des différences de variété.
reposera la C'est question à la monsieur richesse, Luccru, voilà. les histoires de Voilà. l'œuf, alors. C'est en fait, on a enrichi en pigments caroténoïdes, qui sont des provitamines A, on a enrichi la composition des pâtes. Et de la même manière, on a fait beaucoup de travaux sur la qualité culinaire. Et aujourd'hui, vous savez que c'est très difficile d'avoir des pâtes qui collent. C'est quasiment impossible de faire des pâtes qui collent. Grâce à l'amélioration variétale aux caractéristiques Amélioration des variétale, blédures. mais aussi évolution des procédés de fabrication. Donc tout ça, ça a été progressif et ça a été accompagné par les travaux de l'INRA. Donc si je comprends bien, on a des entreprises aujourd'hui qui travaillent sur la qualité, les caractéristiques du blé dur. On a amélioré ces caractéristiques pour répondre aux envies, aux besoins du consommateur. Mais alors comment expliquez-vous ce repli de la culture du blé dur ? Alors la culture du blé dur, elle a subi un repli à cause sans doute des fluctuations des prix. Et vous savez que le blé dur est une production, on produit à peu près avec des rendements agronomiques qui sont beaucoup plus faibles que ceux du blé tendre. Environ, il y a 30% de moins, on est à 50, et donc à 55 quintaux à peu près à l'hectare, alors qu'on est à 7,5 tonnes à l'hectare pour le blé tendre. Et il faut que la différence de rendement soit compensée par une différence de prix. Et lorsqu'on augmente finalement les prix ou qu'on a des fluctuations, finalement les agriculteurs sont un peu réticents à semer du blé dur plutôt que du blé tendre. Ou sinon, il y a quand même deux caractéristiques importantes pour lesquelles le blé dur se trouve défavorisé par rapport au blé tendre. La première, c'est que ce que l'on appelle le progrès génétique, c'est-à-dire la capacité de l'espèce à progresser en quintal par hectare et par an, est à 0,5 quintal par hectare et par an, alors que le blé tendre est à 1 quintal par hectare et par an. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'il faut plus d'azote pour la culture du blé dur que pour celle de blé tendre. Alors justement, en parlant de production, Christiane Lambert, pouvez-vous nous dire que représente aujourd'hui la culture du blé dur sur le territoire national ? Alors c'est assez méconnu, mais la France est le deuxième pays producteur de blé dur après l'Italie. L'Italie est souvent citée parce qu'elle est la reine des pâtes et de l'utilisation, mais la France est le deuxième producteur. Nous avons grosso modo entre 350 et 400 000 hectares de blé dur en France, avec 4 bassins de production très différents les uns des autres, avec des sols différents et des rendements différents. Le sud-est, bien sûr, le sud-ouest, la périphérie du bassin parisien et l'ouest de la France, vers le Val de Loire, donc ma région en quelque sorte. C'est une plante qui est assez complexe pour les producteurs. C'est aussi, originalité et assez peu connue, la seule plante de grande culture, la seule culture en grande culture qui est 100% utilisée en alimentation humaine. Les animaux ne mangent pas de blé dur. Seuls les humains ont cette utilisation-là, ce qui pose des exigences très importantes en termes techniques, technologiques et de fiabilité. Zéro défaut, pas de contaminants, puisque c'est destiné à l'alimentation humaine. La complexité aussi, et ça rejoint l'illustration couleur qu'a faite monsieur tout à l'heure, c'est qu'il faut une fertilisation parfaitement raisonnée pour apporter notamment en azote les quantités nécessaires pour avoir le taux de protéines qui correspond aux besoins des semouliers notamment et pour avoir les pâtes qui correspondent le mieux. Nous avons connu au cours des dernières années un petit peu des vagues dans la production de blé dur, beaucoup liées aux primes PAC, aux aides de la PAC, qui ont d'abord été alignées sur celles du blé, et puis ensuite des éléments climatiques qui ont perturbé aussi. On peut dire en résumé que la production de blé dur est quand même étroitement liée à la politique agricole qui est conduite, mais je reviendrai sur les solutions qu'on peut trouver. Alors justement, pourquoi considère-t-on aujourd'hui la culture du blé dur comme une culture secondaire pour les producteurs ? Alors, elle n'est pas secondaire du tout parce qu'elle a présenté l'avantage, et ça a été dit, d'être très rémunératrice pour les producteurs, faible rendement mais meilleur prix. Ensuite, les aléas ont fait que, d'une part, en 92, l'alignement des primes PAC sur le blé tendre a compliqué l'équation de raisonnement pour les agriculteurs. Et puis, on peut ajouter aussi que lorsqu'il y a eu la flambée du blé tendre, certains ont trouvé moins d'intérêt à cultiver du blé dur. Donc indirectement, le blé dur a été une victime collatérale de l'embellie du prix des matières premières, ce qui a posé beaucoup de problèmes aux filières qui attendaient des volumes de blé dur et qui ne les ont pas eus forcément. Donc aujourd'hui, quel est le point le plus important pour les producteurs pour relancer, pour se remettre à cultiver du blé dur ? Est-ce que c'est le prix de vente ou les aides ?
Eh bien, ce sont les deux, et c'est pour cette raison que les producteurs de blé dur se sont vraiment pris en charge de toutes les régions concernées pour essayer de travailler sur la construction d'un objectif filière à moyen long terme, en associant à la fois les producteurs, les transformateurs et les acheteurs potentiels. Quelque chose de très important aussi, c'est que l'utilisation du blé dur français, c'est 3 tiers. Un tiers est consommé en France par les semouliers, un tiers est exporté vers l'Italie, l'Allemagne notamment, mais aussi un peu Belgique et Luxembourg, et un tiers va vers le Maghreb, zone où la consommation de blé dur se développe, c'est une zone qui est à nos portes, et donc nous sommes attendus en tant que producteurs de blé dur, d'où la France, pour alimenter cette zone-là. Et aujourd'hui, le travail qui est conduit consiste justement à mettre en place un raisonnement moyen-long terme et filière, associant tous les maillons pour que chacun s'y retrouve et que les volumes produits soient moins soumis aux aléas PAC d'une part et climat d'autre part. Donc la réflexion porte essentiellement sur un objectif d'atteindre 600 000 hectares, ce qui est très ambitieux, puisque nous étions descendus à 287 000, donc 600 000 c'est beaucoup. Un plan de relance pour doubler la production, donc développer aussi les surfaces dans tous les bassins de production, sans exclusive, et puis faire reconnaître la spécificité du blé dur dans la PAC. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a aussi une dimension économique, puisque les acteurs économiques s'engagent en contrat tripartite, en quelque sorte, pour donner de la pérennité. Pour les producteurs, c'est très bien, parce que ça donne de la visibilité pour engager des sols blé dur plus importantes. Alors, c'est intéressant de voir que les producteurs vont jusqu'aux consommateurs. Vous êtes responsable de la commission alimentaire à la FNSEA. Que recouvre cette commission? Vous discutez avec les consommateurs? Vous entendez leurs envies, leurs besoins, leurs goûts? C'est une commission que nous avons créée en 2010 avec l'arrivée de Xavier Belin à la tête de la FNSEA, persuadé qu'on ne pouvait pas en tant qu'agriculteur se contenter de défendre l'amont et la production. Nous voulons de plus en plus regarder vers l'aval parce que la création de valeur et de richesse se fait à l'aval. Et notre vrai challenge en tant que producteur, c'est de le faire remonter jusqu'aux producteurs et donc jusqu'à l'amont. Donc nous avons des contacts avec les industriels, avec les consommateurs. Nous travaillons sur tout ce qui est contrat, nous travaillons aussi sur tout ce qui est démarche de progrès. Nous travaillons aussi beaucoup sur le paquet qualité, sur tout ce qui est normes, étiquetage, vraiment les aspects liés à l'alimentation et aux nouvelles aspirations des consommateurs. Notre doctrine, c'est en quelque sorte repartir de l'assiette. Que veut le consommateur et comment nous, en amont, nous devons nous réorganiser pour parfaitement répondre et faire en sorte qu'il priorise les produits de nos exploitations, c'est-à-dire les produits français. Donc d'après vous, pensez-vous que les pâtes françaises ont un bel avenir devant elles? Écoutez, déjà, les pâtes, on la cote. Quand vous interrogez les jeunes, les enfants, je suis mère de famille, j'en ai 3. Bon, ils sont un peu grands maintenant, mais alors, si vous voulez qu'ils mangent les jours, ils ne sont pas en forme, vous mettez des pâtes au menu et ça marche à tous les coups. D'autant que les semouliers ont fait preuve de beaucoup d'imagination. Quand on voit aujourd'hui le rayon pâtes, c'est très créatif, c'est art et déco quasi. D'ailleurs, bon, les colliers de pâtes pour la fête des mères, c'est pas un mythe, on en a eu plein de sortes, hein, mais les pâtes ont évolué, heureusement, sinon on aurait toutes le même. Les pâtes ont beaucoup changé, les pâtes de couleur, les pâtes parfumées, les pâtes colorées. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'innovation dans les produits qui a permis aussi de maintenir des volumes et de faire que c'est un produit historique qui nous rappelle notre enfance à tous, mais un produit moderne, extrêmement original aussi en termes de déco et de présentation culinaire. Merci. Alors Bernard Scali, justement, pouvez-vous nous donner aujourd'hui quelles sont les attentes des consommateurs? Mais écoutez, je crois que ça vient d'être parfaitement expliqué. C'est un produit extrêmement moderne qui a cette particularité d'être cette céréale qui fait la qualité de la pâte alimentaire, qui est le blé dur, avec de l'eau ou avec des œufs, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui peuvent rajouter une couleur encore plus ambrée, encore plus vive au produit qu'on a vu tout à l'heure. Et le consommateur, à l'initiative des grandes marques qui existent dans notre pays, a découvert tout ce qu'on pouvait imaginer d'utile pour lui et de convivial, et pour plaire à la fois aux enfants, aux familles, à toutes les occasions d'usage. Il y a une vision du marché aujourd'hui en France qui est dans la diversité de l'offre, dans la diversité des usages, et qui, on peut en être convaincu, sera encore plus grande demain. Donc tout le point sur ce produit simple, naturel, consensuel et convivial qui plaît aux enfants et qui plaît aux familles, eh bien, c'est aux grandes marques de continuer à trouver toutes les occasions supplémentaires de convaincre pour que sa consommation, qui touche aujourd'hui 98% des consommateurs en France qui achètent des pâtes alimentaires, continue à grandir grâce notamment à l'innovation.
Donc 98% des consommateurs français consomment des pâtes. Ma question, quel pourcentage représente la consommation de ces pâtes, les pâtes made in France? Écoutez, la plupart des pâtes aujourd'hui utilisent le plus possible de produits qui sont produits en France. Maintenant, celles qui se réclament c'est une toute petite fraction aujourd'hui du marché, mais on sait que c'est une tendance importante auquel le consommateur est très sensible. On sait que 40 à 50% des consommateurs aujourd'hui se disent encore plus intéressés par un produit dont ils savent que la consommation vient de manière garantie d'une filière proche. Donc je pense que ça, c'est aussi un avenir de ce plan de relance que vous citiez tout à l'heure par rapport à nos matières premières françaises, parce qu'il faut justement que les industriels soient dans la possibilité d'apporter cette garantie aux consommateurs et qu'elle ne fluctue pas, elle aussi, avec les quantités produites, avec les qualités produites d'une année sur l'autre au niveau de notre pays, qui a cette force, on l'a évoqué tout à l'heure, d'avoir plusieurs zones de production différentes et qui peuvent donc, quelque part, garantir ce qui est le rôle des marques. Je parlais de l'innovation, mais c'est aussi, d'une année sur l'autre, d'apporter des produits de qualité constante ou grandissante. Alors justement, quelle a été l'évolution de la consommation de pâtes hors foyer dans la restauration collective également? On a vu une progression importante. Oui, la progression en général est importante. Enfin, elle a suivi une tendance assez régulière dans les 15 dernières années. La progression n'a pas cessé d'augmenter en France, justement parce que les grandes marques sont présentes dans les grands magasins, dans les grandes chaînes de distribution, et ce produit est de plus en plus aussi proposé dans toutes les occasions de consommation hors domicile. Donc à travers, là aussi, un besoin d'aller demain vers la qualité, vers la différenciation qui sera grandissant et dont les entreprises que nous sommes s'occupent. Voilà. Alors Christiane Lambert, vous vouliez faire un commentaire? Oui. Bonne nouvelle, aujourd'hui au stand du CIV, de l'interprofession bovine, pour accompagner les entrecôtes, c'était pâtes. Merveilleuse pâte avec quelques pointes de tomates et de basilic, c'était délicieux. Et puis quelque chose que j'ai découvert il y a 6 mois, un jeune agriculteur dans mon canton, tout près de ma commune, s'est installé producteur de pâtes. Je ne croyais qu'on ne pouvait faire ce processus de transformation qu'en grande industrie. Il est vendeur direct de pâtes, il a choisi un modèle assez original. Ses pâtes sont un petit peu plus brunes que les vôtres, elles doivent être un petit peu plus brutes, moins travaillées. Et il connaît un succès extraordinaire. Donc il y a aussi des pâtes en circuit court, c'est une découverte. C'est une belle découverte, une belle évolution. Alors Bernard Scali, quel est le coût du blé dur dans le prix d'achat des pâtes aujourd'hui? Alors ça dépend évidemment de la formulation des pâtes, puisqu'il y a des pâtes qui sont fabriquées avec du blé dur et de l'eau, d'autres qui sont fabriquées avec d'autres formulations, dont des œufs. Ouais, on va dire que c'est entre 50 et 70% selon la formulation du produit. On est bien d'accord qu'aujourd'hui les vraies pâtes sont faites à partir uniquement de blé dur et pas d'épeautre ou je ne sais quel autre... La loi française, voilà, pour des raisons liées à la qualité du produit, interdit tout autre usage que celui du blé dur pour l'appellation pâte alimentaire. Il existe des produits qui sont fabriqués avec d'autres, mais c'est une toute petite fraction du marché, et ils n'ont pas le droit à l'appellation pâte alimentaire. Ce sont des spécialités céréalières. Donc pourquoi? Pas pour des raisons arbitraires, c'est parce que cette céréale que Joël Abécassis expliquait tout à l'heure contient les qualités à travers notamment sa structure de protéines qui garantissent non seulement la couleur, mais la tenue à la cuisson du produit et sa capacité à se réhydrater d'une manière qualitative dans l'assiette. Et je pense que ce qu'il faut rajouter aussi dans ce qu'on venait de dire sur tout ce qui fait l'attrait des pâtes alimentaires, c'est que c'est un produit simple. On vient de voir, c'est de la céréale, de l'eau ou des œufs. Mais en même temps, en déclinant tous les dessins possibles de la pâte, eh bien, on travaille sur les goûts. Parce que le goût, quelque part, ou les usages qu'on fait, la manière dont on les prépare, comme vous le disiez tout à l'heure, change complètement le produit, qui peut être un accompagnement, un plat à part entière, et qui peut être une pâte longue, un spaghetti, ou bien une pâte courte, ou une coquillette très régressive aux yeux du consommateur d'aujourd'hui. Voilà, donc en fait, c'est un produit simple dans sa formulation, mais extrêmement varié dans ses usages. Et notre rôle des grandes marques que nous sommes, c'est
de faire découvrir, d'étendre encore les usages qu'on peut travailler au niveau des familles sur ces produits. Alors justement, quelles sont aujourd'hui vos attentes? Quels sont les axes de recherche? Quelles sont vos questions vis-à-vis de ces créateurs de nouvelles variétés de blé dur? Alors, elles sont très grandes, je crois que vous l'avez compris, parce que la France a la possibilité de faire la différence, parce qu'elle a des industries très développées et très concentrées qui ont fait un immense travail dans les années qui ont passé. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le consommateur est fidèle aux grandes marques qui existent en France aujourd'hui. Et nous sommes convaincus que le travail qu'on est en train de faire en mettant tous ceux que vous avez mis autour de cette table ensemble à travailler sur cette céréale et sur ses usages et sur ses process est vraiment porteur d'un grand avenir pour faire en France la différence. C'est-à-dire que demain, les pâtes françaises, vous avez commencé l'introduction tout à l'heure en parlant de l'Italie. Certes, c'est une tradition pour les pâtes alimentaires, mais déjà aujourd'hui, les pâtes en France ont su apporter des différenciations, demain encore plus, et ça se jouera à la fois à travers la connaissance des process industriels sur lesquels on est en train de faire beaucoup de travail en niveau filière pour faire encore mieux et plus demain, mais également à travers les matières premières qu'on saura développer dans ce grand pays de France et dans ces différentes régions et qui pourront par ailleurs non seulement être utilisées par les grandes marques nationales, mais également faire de la France un des grands pays exportateurs de blé dur à travers le monde. Et pourquoi pas un jour le deuxième plus grand pays. Le premier, il faut le savoir, c'est le Canada, qui n'est pas un grand pays consommateur, mais qui est un grand pays producteur de blé dur et exportateur. Eh bien, la France a la place demain pour, à travers la qualité, à travers la multiplication des surfaces dont on parlait tout à l'heure, à faire des grandes choses. D'accord, merci. Juste une dernière question pour terminer rapidement. Quelles seront les pâtes rêvées pour vous, le fabricant de pâtes, dans 10 ans? Voilà. Vous me demandez de vous donner tous les secrets de la R&D. Oui. Eh bien, écoutez, on se reverra avec grand plaisir parce que je suis sûr qu'il y aura beaucoup de choses que vous n'imaginez pas encore aujourd'hui sur ce qu'on peut faire avec un produit aussi simple que les pâtes alimentaires. Merci beaucoup à tous. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission de Semences Mag. Et d'ici là, n'oubliez pas que les semences sont au cœur de la vie.